C'est une entente qui reflète la volonté de nos communautés. Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, une signature importante entre deux Premières Nations et Mine Agnito Eagle Limited. Un changement de garde est prévu pour Kitsisakik. Un élu de Projet Montréal tient des propos insultants envers les Autochtones. Ans après la crise d'Oka ou le siège sur Kanesatake. L'anthropologue Pierre Trudel se joint à nous. Tunisogeti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Aujourd'hui, nous marquons le 35e anniversaire du siège sur Kanesatake. Notre journaliste Savannah Craig est sur les lieux d'un rassemblement de solidarité et nous aurons son dossier spécial la semaine prochaine. Restez des notes par contre pour une entrevue en fin d'émission avec quelqu'un qui y était. Hier, à Val-d'Or, une conférence de presse s'est tenue pour la signature protocolaire d'une entente de collaboration entre le Conseil de la Nation Anishinaabe de Lac-Simon, le Conseil Anishinaabeg de Kitsisakik et Mine Agnito Eagle Limited, relativement à la mine Akasaba West. Cette entente de collaboration vise non seulement à maximiser les échanges entre toutes les parties, mais aussi à favoriser le développement durable des deux Premières Nations. La mine Akasaba West est un gisement d'or et de cuivre situé approximativement à mi-chemin entre la ville de Val-d'Or et les communautés de Lac-Simon et de Kitsisakik. Il s'agit d'un projet de mine à ciel ouvert exploité de façon conventionnelle. Afin d'optimiser l'infrastructure en place, le minerai sera acheminé vers l'usine existante de la mine Goldex. Les retombées économiques pour la région sont évaluées à près de 300 millions de dollars. L'entente de collaboration mettra en place des mesures favorisant la participation des deux Premières Nations aux activités de la mine, notamment en emploi, formation, environnement et développement. Des contributions financières seront également versées annuellement au Conseil de la Nation Anishinaabe du Lac-Simon et au Conseil Anishinaabeg de Kitsisakik. Chef de la Nation Anishinaabe du Lac-Simon, Lucien Wabanonik, soutient que c'est une entente qui incarne les souhaits de la communauté. C'est une entente qui reflète la volonté de nos communautés, dans le sens qu'on ne veut plus être ignoré dans nos territoires non cédés. Cette partie-là est importante à souligner simplement parce que on est ici, les Premières Nations, les Algonquins, Anishinaabe, depuis des millénaires. On le dit au gouvernement, on le dit à l'industrie, on vous le dit à nouveau aujourd'hui. Donc, c'est un territoire non cédé. Mais on partage ce territoire-là, on partage les recherches, on partage un territoire qui, on espère, qui va encore durer de façon saine et durable dans l'avenir. Parlant de Kitsisakik, un changement de garde se profile. Des élections à la chefferie auront lieu au début du mois d'août, alors que le chef actuel, Régis Penasway, ne convoitera pas un nouveau mandat. Deux candidats se disputent sa relève, le vice-chef actuel Kevin Papati et Édouard Brazeau. Penasway ne quitte potentiellement pas la politique, il visera le poste de vice-chef, tout comme Adrienne Anishinaabe. Ce n'est pas la première fois que Penasway et Anishinaabe s'affrontent. Penasway avait défait l'ancienne chef en 2017, puis de nouveau en 2021 pour prendre la tête de la communauté. 9 autres candidats se disputeront les 3 postes de conseillers vacants. Les élections auront lieu le 4 août prochain. En politique locale montréalaise maintenant, un élu de Projet Montréal s'est retiré du parti après avoir tenu des propos insultants envers les Autochtones. Enrique Machado a été élu conseiller municipal avec Projet Montréal en novembre 2021, représentant les citoyens de l'Île-des-Sœurs au conseil de l'arrondissement de Verdun. Il prenait aussi place sur plusieurs commissions de l'Hôtel de Ville, dont la commission sur la culture, le patrimoine et les sports. Dernièrement, en commentaire à une internaute sur le réseau TikTok, il aurait écrit « Ha ha ha, les Vénézuéliens sont comme les Autochtones, tu leur donnes des miroirs et des trucs qui brillent et ils sont émerveillés. » Depuis, il a changé les paramètres de ses profils de réseaux sociaux à privés, mais Machado avait publié sur sa page Facebook personnelle mardi une excuse disant que ses propos maladroits ne représentaient pas ses pensées ni ses valeurs. Projet Montréal a réagi à la situation en disant
Les valeurs d'inclusion, de respect, ainsi que la nécessité de contribuer activement à la réconciliation avec les peuples autochtones sont au cœur des principes qui guident la mission de Projet Montréal. Le commentaire émis par M. Machado est en contradiction avec les valeurs de notre parti, de notre chef et de la mairesse. Machado ne s'est pas seulement retiré du parti Projet Montréal, mais il ne se représentera pas aux élections. Contrairement à d'autres communautés Mohawks du Québec, Kahnawake ne compte aucun commerce de cannabis réglementé. Mais ceci pourrait bientôt changer. Certains membres de la communauté s'y opposent. Robbie Purdin nous présente un reportage de Savannah Craig qui montre que les tensions autour de la question ne cessent de monter, si bien qu'aucune personne ne siège actuellement au comité du cannabis de la communauté. That's where it all starts with these ladies. So that's how I became, and that's where my children continued. Darlene Alfred est grand-mère et arrière-grand-mère. I don't take any type of cannabis. I never have, but what I was looking at was getting involved because I have a lot of grandchildren growing up. Des petits-enfants dont elle dit vouloir protéger. I wanted to see more of regulations, controlling. I didn't want it to become an industry where you have 181 stores selling cannabis products. C'est pourquoi elle est devenue membre du conseil d'administration du Kahnawake Cannabis Council Board, ou KCCB. License requirement and procedures. Le KCCB est en activité depuis 1 an et demi. Une partie de son travail consiste à examiner les demandes d'ouverture de futurs magasins de cannabis. Comme la réglementation du cannabis pourrait être à l'ordre du jour à Kahnawake, Alfred affirme que cette idée n'est pas favorable avec tout le monde dans la communauté. The community is divided. La réglementation des dispensaires à Kahnawake est à l'étude depuis que le gouvernement fédéral a légalisé le cannabis il y a 8 ans. We don't want cannabis! Plus de 100 personnes ont défilé devant le bureau du conseil pour protester contre cette question à la fin du mois d'avril. This is my letter. Alfred a démissionné du KCCB, composé de 3 personnes, le 24 juin, invoquant l'ingérence politique du conseil Mohawk de Kahnawake. Un membre a démissionné avant elle et une autre ne s'est pas présentée à la réélection à la fin de son mandat. Le moment clé qui a motivé la démission d'Alfred a été la visite de 3 chefs du conseil sur le site d'un magasin de cannabis potentiel à l'insu du KCCB. 3 council chiefs had overstepped their boundaries and they went to a site visit, which they had no reasoning really to go. One was their portfolio, yes, but that was overstepping the boundaries of the board because of the simple fact that we don't know what transpired in there. Elle a dit que les 3 chefs sont Jeffrey Daibo, Jeremiah Johnson et Yahahio DeLille. At the beginning, when it was a secret thing. So what happened was it took us, I would say, at least 4 weeks to find out who the 3 were. Le conseil Mohawk de Kahnawake a été sollicité pour une entrevue, mais n'avait pas répondu avant la diffusion de ce reportage. Par contre, les Nouvelles nationales d'OPTN s'est entretenu avec le grand chef Cody Daibo quelques jours après l'adoption d'un moratoire de 45 jours sur la vente au détail de cannabis. We're going to try to, engage with as much people as possible during that time. En avril, aux Nouvelles nationales d'OPTN, le grand chef a dit comprendre la protestation de la communauté. It's an emotional situation, rightfully so. People are worried about their children, about their daily lives. We see what's happening in other places in terms of cannabis, unregulated cannabis industries. Malgré les divisions au sein de la communauté, le conseil de bande poursuit la mise en place d'un nouveau conseil d'administration. Le MCK a lancé un appel le 2 juillet pour recruter 3 nouvelles personnes pour siéger au KCCB. Mais Alfred affirme que le conseil devrait écouter la communauté, qui a déjà refusé tout dispensaire de cannabis. They have to listen to the community because we are the stakeholders of the land. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelles nationales d'OPTN, territoire Mohawk de Kahnawake. Après cette courte pause, pendant que les nations québécoises se battent pour nos forêts, une nation de la Colombie-Britannique récupère une grande partie de son territoire traditionnel. Soyez là.
Bienvenue. La Société de transport de Montréal a réintroduit une mesure visant à empêcher le flânage dans le métro. Cette politique touche particulièrement les personnes sans adresse fixe qui se réfugient dans le métro. Robbie Burden livre un reportage de Savannah Craig. Let's try it. You know, I'm not sure that I'd want to lay here too long. Oh, God. Yeah, no, not for sleeping. Ce banc est un exemple des efforts déployés par la Ville de Montréal pour dissuader les gens sans logis de dormir dans les lieux publics. Un exemple parmi tant d'autres dans la ville. What we have here is a large, tall new ventilation system that was just installed this year. And this used to be a vent that blew heat right down onto the ground, and a person could, even in the winter, just by sitting under the vent, stay warm. David Chapman est le directeur général de Résilience Montréal, un refuge pour les personnes en situation d'itinérance qui compte un grand nombre de clients autochtones. This is an example of some of the measures that are put in place to just sort of steer the unhoused away. Cela ne se voit pas seulement dans le réaménagement des espaces publics, mais aussi dans les politiques. Le système de transport de Montréal, ou STM, a réintroduit une obligation de circuler le 18 juin. Cette ordonnance octroie aux agents de la STM des pouvoirs supplémentaires pour intervenir et expulser les personnes qui occupent le métro sans l'utiliser pour le transport quotidien. Cette mesure a été introduite pour la première fois en mars dernier, pour une durée de 7 semaines. À l'époque, Chapman s'est exprimé sur ce sujet auprès des Nouvelles nationales d'OPTN. So, what's going to happen? We push people out of the metros. Well, that solves the problem for the STM officials, but where do the people then go? Chapman dit que l'obligation de circuler a augmenté l'achalandage de résilience, forçant certains à dormir dans les couloirs. Il constate à nouveau ses effets. Certainly what we're seeing is just, longer lineups. We're certainly seeing more people using our services. Nouvelle nationale d'OPTN a contacté la STM, mais celle-ci n'a pas accepté de nous parler. La STM dit que la justification du retour de l'obligation de circuler est que la sécurité s'est améliorée lors de la première mise en œuvre de cette ordonnance, tant pour les usagers que les travailleurs. Dans un communiqué de presse, le président du conseil d'administration de la STM, Eric Allen Caldwell, a déclaré que la vraie solution au problème des personnes sans-abri qui se réfugient dans le métro est une réponse structurelle et durable pour venir en aide aux personnes vulnérables, notamment par un meilleur financement des ressources, et ce tout au long de l'année. Chapman est d'accord avec l'idée d'augmenter le financement des ressources, mais il dit que les gouvernements se concentrent sur les initiatives en matière de logement au lieu de trouver un équilibre en soutenant les services d'urgence. Organizations that try to operate and offer a safe place to people while they're working it out can't find funding because the message that governments are getting is stick the money directly into housing first programs. Il soutient que des centres d'aide aux personnes en situation d'itinérance devraient être disponibles dans chaque quartier de Montréal. If we keep this up, we won't be ending homelessness, but we might be ending homeless people. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal. Une Première Nation de Colombie-Britannique vient de récupérer une grande partie de son territoire traditionnel. Comme le rapporte Tina House, c'est une occasion pour la nation de préserver ses forêts anciennes et ses sites patrimoniaux. La journée a commencé par une balade dans le fameux téléphérique Sea to Sky à Squamish, en Colombie-Britannique. Au sommet, des chants traditionnels et des tambours ont accueilli les invités à cet événement spécial. Les dirigeants de la nation Squamish, les aînés et les membres de la communauté ont célébré la signature des documents qui marquent une nouvelle relation entre la nation et la province de la Colombie-Britannique. Ils peuvent désormais protéger plus de 20 000 hectares de terre au sein de leur territoire traditionnel. Leur territoire traditionnel s'étend du nord de Vancouver à la vallée de Howe Sound et aux Petites-Îles. Wilson Williams affirme qu'il s'agit d'une victoire majeure pour eux et les générations futures. It's the equivalent to 50 Stanley Parks. Included in that area are more than 30 new Siaman Tascomish cultural sites and 6 new special cultural management areas. These areas will be managed to protect old-growth cedar,
culturally modified trees, and critical habitats. The agreement also includes provisions for future work on the shoreline and marine areas within our territory. Le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, Ravi Parmar, se dit honoré de participer à cet accord historique. This agreement is years in the making and builds upon previous agreements in 2017 and 2007 that will guide forest stewardship in this beautiful territory. And it sets the stage for further discussions around land use planning and provides certainty around when and where forestry activities can occur while protecting important Indigenous cultural values. Cal Sealam est le président de la nation Squamish. Il dit que cet accord a également une signification spirituelle. We have very few places that we can call our own within our territory to practice our spiritual beliefs and our cultural practices. And we have to stand together as Squamish people to protect those areas so that our people, not just today, but future generations will be able to experience the gifts that our ancestors had for us, to be able to bathe in those creeks, to have a relationship with those mountains, to be in those forests, to harvest our medicines and our tools and the things that have sustained us. Tina House, APTN National News, Squamish. Au retour de cette courte pause, 35 ans depuis le siège d'Oka, nous accueillons en studio quelqu'un qui y était. Soyez là. Bienvenue. Le 11 juillet 1990, une manifestation pacifique devient un siège de 78 jours pour défendre le territoire Mohawk à Kanesatake. Le conflit a commencé face à un projet d'agrandissement de terrain de golf sur un site funéraire Mohawk. Des défenseurs du territoire ont été confrontés à l'armée, des chars contre des peuples autochtones. 35 ans plus tard, les conversations sur la reconnaissance et le respect des droits autochtones se poursuivent et notre prochain invité était sur les lieux. Pierre Trudel, anthropologue et chargé de cours à l'UQAM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous d'abord de vous. Vous avez une belle anecdote de comment Oka a fait partie de votre vie avant le 11 juillet. Ben, écoutez, j'étais chargé de cours à l'UQAM. J'ai enseigné aussi au Cégep du Vieux-Montréal. Et je suis encore associé à la Société Recherche autochtone au Québec qui publie une revue scientifique là, qui s'appelait Recherche amérindienne au Québec. Donc, je m'étais intéressé à ce qui se passait dans la région de Montréal avec les Mohawks à Kahnawake et à Kanesatake. Et puis aussi, avant la crise d'Oka, j'étais allé à Kanesatake pour rencontrer des gens qui m'expliquent qu'est-ce qui se passait, parce que Caroline Monti, la journaliste, avait commencé à sortir des éléments de ce qui allait devenir la crise, là. Et moi, je lisais ça dans les médias, puis je me suis dit, bon, pour mes étudiants à l'UQAM, je vais aller à Kanesatake, puis pour qu'on me conseille et qu'on me donne une ressource humaine pour venir dans mon cours pour expliquer. Bien, ça, c'était un mois avant. Quand ça s'est produit, le jour même, vous avez entendu, bon, il y a une explosion qui commence à Kanesatake. Vous avez décidé d'y aller en tant que journaliste. Ben oui, moi, avant, le soir même, avant la crise d'Oka, je donnais une entrevue à Pierre Nadeau, un journaliste bien connu à l'époque, et j'avertissais, je disais, puisque des événements comparables à Kwasasne et à Ganyanke aux États-Unis, il y a potentiel de danger, là, je l'avais bien relevé. Et le lendemain, mais comme tout le monde, j'ai vu à la télévision l'intervention. Et à un moment donné, je me souviens pas exactement quand, mais je me suis rendu à Oka, mais pour aller derrière les barricades, j'ai dû aller chercher une autorisation au poste de police de la Sûreté du Québec à côté du parc d'Oka. Et puis, j'ai pu aller derrière les barricades à ce moment-là. La Sûreté du Québec m'a informé qu'il n'était pas responsable de ce qui pouvait se produire. Je me suis retrouvé dans le golfe. J'ai été reçu par 2 occupants armés.
Et j'ai discuté et finalement on m'a laissé passer. Peut-être que le fait que j'avais mon passeport canadien, je leur ai montré. Dans le moment, c'est quoi qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est là derrière les barricades? Bon, écoutez, moi, j'étais un tout petit anthropologue dans cette histoire-là. Et c'est sûr que, comme tout le monde, les acteurs importants, eux autres, ont vu. C'était comme un cauchemar ou un mauvais rêve qui se déroulait rapidement, là, et plus rien était sous contrôle. Alors, j'imagine que c'est comme ça que les gens se sont sentis. Moi, j'ai été occupé un peu derrière les barricades à communiquer avec un ami puis quelqu'un qui travaillait à la Commission des droits de la personne du Québec. Et d'ailleurs, eux autres, ils ont publié par la suite un document important pour connaître l'histoire de la crise d'Oka. C'est publié par la Commission des droits de la personne de Pierre Lepage, le choc collectif. Et là, lui, il n'avait pas encore l'autorisation d'aller enquêter sur le terrain si les droits humains étaient respectés. Puis moi, au téléphone, ben, je lui donnais un peu d'informations. J'allais voir la banque alimentaire, j'allais circuler un peu. Je me suis fait arrêter quelquefois par des occupants armés qui étaient très vigilants parce qu'ils voyaient bien qu'il pouvait y avoir des agents de la Sûreté du Québec infiltrés qui voulaient savoir comment était installée l'infrastructure de défense. Donc, c'est ce que j'ai fait un peu, là, essayer d'être observateur à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pensez est l'héritage de la crise d'Oka aujourd'hui, tant pour les communautés autochtones que pour la société québécoise et canadienne? Bon, écoutez, c'est une question qui est délicate, qui est vaste. Je peux pas y répondre en 2 minutes, mais j'ai peut-être, avant d'oublier d'ailleurs, comme prof, des fois, on oublie de donner nos références. Mais j'ai écrit un texte qui est publié dans Société Histoire Canada, Société historique du Canada. Et le titre, c'est « Comment enseigner la crise d'Oka ». Et là-dedans, j'explique un peu qu'est-ce qu'on devrait retenir. Morale de cette histoire, je termine le texte avec morale de cette histoire, puis j'essaie de relever les faits les plus importants. Mais aujourd'hui, 35 ans plus tard, là, je suis en train de lire le livre d'Hélène Gabriel, Quand tombent les aiguilles de pain. Et 35 ans plus tard, c'est pas étonnant de voir qu'on ne peut pas retenir tout dans l'histoire et on est devant des perspectives différentes. Comme prof, moi, je relevais le fait que finalement, quelque chose de plus positif, c'est que ça aurait pu être pire. Parce que vous savez, pendant tout ce temps-là, il y aurait pu y avoir des dizaines de morts. Il y avait des pressions au cabinet du premier ministre Bourassa pour qu'il y ait une intervention plus brutale. Le premier ministre a résisté pendant un certain temps à envoyer l'armée. Du côté des occupants armés, c'est sûr qu'il y avait toutes sortes d'occupants armés, il y avait des pressions. Les femmes calmaient les hommes. Et donc, il y avait des mécanismes des deux côtés pour éviter qu'il y ait quelque chose de plus grave. Alors donc, moi, je pense qu'il faut relever ça 35 ans plus tard, que ça aurait pu être pire. Et qu'on avait malgré tout des mécanismes d'éviter que ça devienne beaucoup plus grave. Mais j'espère qu'une situation comme ça ne se répétera pas dans les années à venir et qu'on apprend de cette leçon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Professeur Trudel, c'est vraiment anthropologue chargé de cours. Monsieur Trudel, c'est vraiment apprécié. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN de ce soir. Je vous remercie d'avoir fait partie de l'émission de ce soir et d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine. La Courmique.